Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Cotreau. Je vais vous présenter la campagne Free2Be, une campagne qui a eu lieu en 2019, campagne de We Are Social pour Zalando. Et Free2Be est la première campagne qui, du coup, va détruire littéralement les clichés de la mode. Zalando est une plateforme d'e-commerce qui va avoir une multitude de marques et qui, du coup, avait pour ambition de réellement devenir le starting point for fashion and inspiration. Du coup, Zalando, en tant que leader européen de la mode en ligne, va être une marque qui va défendre une marque plus inclusive, plus authentique. Et pour appuyer ce nouveau positionnement qui prône un peu la liberté d'être soi, de porter les vêtements qui nous plaisent, quelle que soit sa morphologie, son âge, son genre ou son origine, la marque est venue nous interroger en souhaitant lancer une vraie campagne coup de poing. Du coup, nous sommes un peu partis justement du fait qu'on a tous été un jour confrontés à une remarque désobligeante qui visait la façon dont on s'habillait, où on s'est tous un peu parfois sentis mal à l'aise du regard un peu désapprobateur que les gens peuvent avoir sur une tenue qui pourtant nous plaisait à nous beaucoup. Okay. Donc, bonjour, moi je suis Jean-François Ballet, je suis directeur artistique senior chez We Are Social. On va tout de suite vous présenter un rapide case study qu'on va aller approfondir dans les minutes suivantes. Voilà, donc vous avez découvert les grandes lignes de la campagne via cette petite vidéo. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que cette campagne a représenté, des différentes phases de celle-ci. Donc, dans un premier temps, on a interrogé une trentaine d'influenceurs, des influenceurs qui venaient de tous horizons et qui sont engagés ou sensibles au moins à la question d'une mode plus décomplexée. C'était souvent des influenceurs qui eux-mêmes avaient eu des jugements désapprobateurs sur leur tenue. Donc, ils se sont bien reconnus dans ce point de départ de la campagne. Et du coup, on leur a demandé d'interroger leur communauté via des stories Instagram en leur demandant, voilà, qu'est-ce qu'on vous a déjà dit, qui vous a blessé sur une tenue, qu'est-ce que vous avez déjà entendu qui vous a mis un peu mal à l'aise. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. On a eu des influenceurs qui sont revenus nous voir en nous disant, en fait, on a été vachement surpris de voir que nos communautés se sont engagées à ce point-là, en fait, puisqu'on a eu des milliers de réponses. Ce qui, selon ces influenceurs-là, était un résultat qui n'avait jamais été atteint. Pourtant, on se parle quand même d'influenceurs qui sont des influenceurs très proches de leur communauté et qui sont des influenceurs qui ont des taux d'engagement qui sont très conséquents. On avait par exemple Joanne Paps, on avait Shera, on avait Léa Sensia, Coucou les Girls, Ludivine, etc. Et donc, une fois le débat lancé, les influenceurs ont donné rendez-vous à leur communauté dans Paris pour se rassembler autour du mouvement Free2Be. Donc voilà, juste un aperçu de tous les échanges qu'il y a pu avoir entre les différents influenceurs et leur communauté autour du lancement de cette discussion, justement sur les critiques qu'ils ont pu recevoir. Juste un aperçu. Et voilà, si on refait voilà, on était dans l'introduction, de la campagne. C'était vraiment le lancement par les influenceurs qui ont ensuite donné rendez-vous à leur communauté
dans différents lieux autour d'Abribus dans Paris avec ces affichages très spécifiques où ils nous donnaient rendez-vous, voilà, où ils ont dû déchirer littéralement ces quotes et voilà, ces affirmations contre leur style et voilà, où ils ont venu vraiment littéralement casser, déchirer ces quotes pour ensuite découvrir, faire un unboxing mais dans la rue pour découvrir un vêtement et ensuite voilà, découvrir le message. Ici, quelqu'un a libéré son style. Voilà, ce qui est intéressant, c'était surtout de voir les rassemblements où on a eu parfois entre 40 et 50 personnes autour de ces abribus où les influenceurs ont donné rendez-vous à leur communauté et de voir l'ambiance surtout qui était très bonne enfant, très positive. Il y avait voilà, l'idée était vraiment de libérer la parole, mais aussi voilà, toujours dans un discours de positivité envers leurs différentes communautés, la libération du corps et des messages autour de ça. Et il y a eu donc dans plusieurs dizaines d'endroits, plusieurs dizaines de rassemblements avec des gens qui sont venus d'un peu partout, même de Belgique. Oui, on avait même, enfin voilà, les influenceurs allaient déchirer les affiches. Par exemple, une affiche qui avait "C'est pas de ton âge de porter ça". Les influenceurs qui avaient retrouvé leur communauté, parfois ils se mettaient tous aux quatre coins de l'affiche et ils l'arrachaient tous ensemble. Donc c'était vraiment cette sensation de libération tous ensemble pour se dire bon bah voilà, mettons fin au diktat de la mode et libérons-nous, faisons ce qui nous plaît et on en sera que mieux. Oui, c'est vraiment ça. Ce qui est important, c'est vraiment cette notion de communauté. L'idée, pas du tout d'envoyer un influenceur tout seul qui va se filmer en selfie. C'était vraiment de le faire ensemble pour que ça soit vraiment le lancement d'un mouvement de cette libération de la parole et de libération du style. Et donc, bien sûr, l'idée voilà, il y a forcément beaucoup de contenu qui a été créé par les influenceurs eux-mêmes, mais aussi également forcément par la marque, par Zalando, et de créer. Là, on voit ici justement sur cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que voilà, nous, l'idée c'était de dire que Zalando était le starting point of fashion. Là aussi, la fashion est vraiment libérée. En fait, elle vient dans la rue. Il y a plus, voilà, on sort de ces clichés en fait de la mode où la mode appartient au runway, c'est Vogue, etc. Non, la fashion, c'est vraiment tout le monde. Et ici, on vient réinventer. Et comme si le runway en fait était la rue elle-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, pour Zalando qui essayait de recréer, et de créer un lien émotionnel très fort avec les Français, nous on a pu constater en étant au niveau de ces abribus pas mal de témoignages assez touchants. Il y en a un qui nous a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit, en fait, je suis hyper souvent jugée pour comment je m'habille. J'en ai vachement souffert par le passé, et du coup de voir enfin une marque qui nous soutient dans notre style vestimentaire, ça fait du bien et on se sent enfin compris. Et là, pour nous, c'est là où on avait tout gagné sur le lien émotionnel avec les Parisiens en l'occurrence, mais même avec les Français de manière générale. C'est que voilà, Zalando avait réussi à montrer son ambition et sa vision de la fashion. Et ce qu'on voit ici, voilà, là on va plus parler de l'aspect un peu plus technique de la chose. On avait travaillé du coup en collaboration avec JC Deco et JC Deco Innovation pour vraiment créer ces affichages qui sont plus devenus des boîtes, voilà, pour faire vraiment un lien avec voilà, les choses classiques qui sont l'unboxing dans la fashion et les créer dans la rue. Donc il y avait une vraie collaboration parce qu'en fait une fois que ces boîtes étaient déchirées et qu'on venait récupérer un vêtement, tout de suite après on avait un autre message qui venait se remettre par les équipes de JC Deco, et du coup on a pu avoir plusieurs dizaines de messages différents et qui étaient toute la journée dans différents endroits dans Paris changés. Ouais, et voilà. En plus, ces affiches, là où ça a été très intéressant d'un point de vue un peu plus communicant et publicitaire, c'est qu'en fait, à l'inverse d'un OOH traditionnel, on a été créé ce qu'on appelle du coup le SOH, donc le social OOH, qui a des avantages sur les deux canaux. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un affichage classique, là, on a un affichage qui est réellement interactif, qui a une valeur ajoutée, qui permet aux gens de se libérer
libérer, comme on vous l'expliquait avant. Et du côté du social, c'est aussi une tendance qu'on va avoir, c'est de se dire le social, on est enfermé sur un monde digital. Et bien là, avec le SOH, justement, on invite les gens à passer du social, du digital à la vraie vie, à venir dans la rue, à venir interagir avec ce OH. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce SOH, c'est social, mais en même temps, il n'était pas digital. Ce qu'on pourrait se penser en disant, quand on parle social, on pense tous aux écrans, etc. Et là, c'était vraiment un objet physique, sans digital, mais vraiment l'aspect social, même pas social média, mais vraiment social de parler des gens, des vraies communautés. Et en parallèle des affichages de co-innovation, on a créé ces 4 prints qui étaient affichés de façon plus large, en France, qui mettait encore une fois ses quotes. T'as mis ton pyjama aujourd'hui, quoi. T'as perdu combien de paris pour porter ça? Et sinon, ils font la même taille, le même à ta taille. Mais c'est pas de ton âge de porter ça. Voilà, on réinsistait sur ces messages que tout le monde a pu l'entendre, en réinsistant sur le fait que on rappelait sur ces prints la façon dont on a créé ces boîtes avec un vêtement caché derrière, avec à chaque fois un style vraiment fort. C'est des vêtements qui sont très colorés, des vêtements dont les gens ont pu avoir des remarques dessus. Et parler de la production, on avait vraiment montré, ça a été très rapide et on travaillait vraiment en collaboration avec la marque et aussi avec les influenceurs sur la production même de ces prints. Ça a été fait en moins de 72 heures. On a shooté avec We Are Social Studio dans nos studios ces prints-là. Ils ont été retouchés le lendemain et à peine 72 heures plus tard, on les retrouvait dans la rue. Et on a pu avoir justement une relation de confiance avec la marque qui s'est créée, qui nous a permis d'être très agile sur la production même de ces prints qui renvoyaient avec le petit message qu'on peut voir en bas à droite. Voilà, vous avez vu ce qu'on fait des surprises, trouvez-les et libérez votre style. Il y avait aussi justement ce petit jeu avec les personnes qui voyaient ces prints, d'aller retrouver après justement ces abribus interactifs cachés dans Paris. Ouais, et honnêtement, en étant sur place aux abribus, c'était assez fascinant de voir que les gens venaient pour chercher cet abribus. Donc, ils venaient parce qu'ils avaient effectivement vu l'affiche, ils venaient parce qu'ils avaient vu leur influenceur préféré parler de ce programme et donner quelques adresses. Donc, en fait, on repérait des gens qui passaient d'affiche en affiche pour essayer de pouvoir à leur tour se libérer de ces préjugés et de pouvoir remporter le vêtement qui était caché dessous. Ensuite, cette campagne, bien sûr, n'était pas uniquement, se passait pas uniquement dans la rue et via les stories des influenceurs. On a continué sur le social de façon un peu plus classique, mais tout en restant cohérent sur le fait de déchirer et de briser les préjugés. Avec différents posts et stories Insta, pour engager encore plus la communauté et les inviter à briser les préjugés pour tenter de gagner justement des bons en stories. Une fois qu'on swipait, on se retrouvait sur un site où là ça venait déchirer encore une fois ces citations. Et on en citait comme ça, on leur donnait la possibilité à tous ceux qui n'avaient pas pu voir et interagir avec ces affichages de continuer en digital la campagne. Donc, c'est une campagne qui a bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle est partie de cet insight sociétal, de ce besoin des Français, en l'occurrence, de se libérer de ces préjugés, de ces jugements et un peu de ces dictates de la mode. Donc, en fait, on a une campagne qui a atteint des records de visibilité grâce à ça. On a un reach social media qui a été estimé à près de 22 millions d'utilisateurs. Ça fait quasiment un tiers des Français, ce qui est très conséquent. Et le volet influence, à lui seul, il a généré 99 millions d'impressions, puisqu'on a 560 stories qui ont été publiées par les influenceurs et 21 posts en feed également. Et comme on vous le disait un peu en amont de cette présentation, c'est des influenceurs qui se sont sentis eux-mêmes dépassés par l'ampleur de cette campagne, par comme ça a pris et par comme leur communauté se sont sentis concernés par cette campagne. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que
la campagne vivait toute seule, en fait. Il n'y avait plus d'agences ni de marques derrière. En fait, ça a lancé une vraie discussion de société dont les communautés des influenceurs se sont emparées et qui a permis de faire vivre ce débat, en fait, pendant bien plus de jours, voire semaines, que la campagne en elle-même. Et du coup, en termes de génération de business, ce qu'on a pu constater, c'est que on a eu plus 29% de visites sur le site zalando.fr par rapport à l'année précédente, plus 3 points en top of mind et surtout plus 6 points sur le lien émotionnel, ce fameux lien émotionnel qui était très important pour la marque, qui manquait par rapport aux Français. En fait, les gens connaissaient Zalando, mais les gens n'étaient pas attachés à cette marque. Plus 6 points du coup en lien émotionnel à la fin du trimestre 2019 par rapport à l'année précédente. Ça a été un énorme bond. Il faut aussi savoir qu'en fait, Zalando a gagné le prix du site mode préféré des Français juste à la suite de cette campagne. Donc voilà, c'est des choses qui montrent réellement l'engouement des Français pour cette campagne. Et après, donc, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas une campagne qui est un one shot, c'est une campagne qui vise à vivre au long terme. On a une marque qui est réellement engagée sur une mode plus inclusive, qui a frappé du poing sur la table avec cette campagne, mais qui continue aujourd'hui à soutenir la diversité dans la mode, que ce soit via ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Donc, on a Alice Surel, on a Felicity Hayward, et c'est aussi une marque qui a lancé récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, une campagne où on refait un runway, donc un défilé de mode, mais où le défilé de mode n'appartient pas au modèle, il appartient aux gens. Et donc, ce ne sont plus des mannequins, ce ne sont plus des modèles, ce sont juste des gens qui vont défiler et présenter les collections Zalando. Donc ils ont vraiment la volonté, nous, quand on a commencé à travailler avec Zalando, c'était de vraiment être le starting point of fashion. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une vraie cohérence maintenant sur une continuité de ce discours encore aujourd'hui, et c'est très intéressant de voir qu'on reste cohérent sur un discours et la marque n'a pas voulu, ça aurait pu tomber derrière et qu'on retourne dans la fashion classique, mais la marque reste là-dedans et c'est dans ce message très positif d'inclusion que certaines marques n'ont pas du tout aujourd'hui, et de montrer toute la positivité qu'il peut y avoir dans un discours comme ça. Et donc voilà pour cette campagne Free to Be. Merci de nous avoir écoutés. Avec l'essor du tourisme de masse, la montagne a souvent été présentée comme un divertissement et le Mont Blanc comme une attraction. Mais Chamonix-Mont-Blanc est loin de se limiter à une station et un catalogue d'activités. C'est une vallée qui réunit 5 communes aux facettes variées et le berceau d'une mythologie peuplée d'exploits et de destins extraordinaires. Pour la première fois, les 5 communes se réunissent pour communiquer autour d'une même histoire. Ouvrez la voie. Une invitation à s'inspirer des pionniers pour tous ceux qui rêvent de montagne. Une invitation à prendre le temps d'explorer toute la richesse de la vallée. Le dispositif est déployé sous forme d'un brand content, dans la vallée et hors de la vallée. Les histoires sont racontées autour d'un même langage, celui de l'homme face à la montagne. Sur les réseaux sociaux, le brand content Ouvrez la voie décline toutes les expériences possibles pour inviter chaque voyageur à vivre son exploit. La mythologie se déploie à travers un storytelling que les voyageurs découvrent tout au long de leur visite. La première ascension du Mont Blanc, la fondation de la Compagnie des Guides, la construction spectaculaire du téléphérique. L'univers rend hommage aux premiers affichistes. Cette collection d'histoires se diffuse dans plusieurs points de contact stratégiques et rappelle aux visiteurs qu'il est sur une terre de pionniers. À l'heure des enjeux climatiques et où la question de la surexploitation des montagnes se pose, Ouvrez la voie est un premier pas pour changer la perception du tourisme de montagne. Une invitation au voyage, où chaque univers mérite d'être contemplé. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour découvrir ce sujet et qu'on vous parle un peu de ce qu'on a fait pour la vallée de Chamonix et Mont-Blanc.
cette plateforme de marque qu'on a développée pour eux, cette plateforme de storytelling même plus largement. On voulait revenir ici sur cette expérience qu'on a eue et qui était vraiment hyper intéressante et hyper enrichissante sur vraiment une démarche de branding territorial et de raconter un peu comment on a construit cette approche. La vallée de Chamonix-Mont-Blanc, en gros, ils sont venus nous voir avec une problématique qui était se dire que, comme beaucoup de communes aujourd'hui en France, elles se sont réunies pour pouvoir mutualiser en grande partie leurs investissements. Et du coup, la vallée de Chamonix, c'est la réunion de 5 communes qui font la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui sont Servoz, Les Ouches, Valorcine-Argentière et Chamonix. Et le but, c'était pour eux de devenir une marque à part entière. En gros, l'objectif qu'ils avaient et ce qu'ils attendaient de nous, c'était ce qu'ils avaient en tout cas comme validité, c'était d'attirer un nouveau public qui soit plus enclin à profiter de l'ensemble de l'expérience de la vallée et ainsi augmenter la dépense moyenne par touriste. En gros, ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient besoin de sortir un peu de l'effet Mont-Saint-Michel que vit aujourd'hui Chamonix avec le Mont Blanc, où il y a plein de cartes de personnes qui viennent, qui montent en haut de l'aiguille du Midi, qui redescendent et qui repartent. Donc nous, en termes de communication, notre but, c'était de faire découvrir toutes les facettes de la vallée et de montrer que l'aventure que l'on vit là-bas, elle va bien au-delà du Mont Blanc. Pour ce faire et pour avoir cette réponse, on a dû revoir un peu nos fondamentaux d'une communication sur le tourisme de montagne et comment on pouvait vraiment sortir de ça. Aujourd'hui, toutes les stations, peu ou prou, communiquent de la même manière. Elles adressent le même message, c'est une promesse d'un divertissement absolu. Les stations de ski sont devenues des immenses terrains de jeu, des parcs d'attractions même, où en gros, on va pouvoir faire une multitude d'activités qui sont démontrées, donc que ce soit des activités sportives avec le ski, le parapente, le VTT si on parle de l'été, ou des activités plus, comment dire, de bien-être, type le spa, etc., etc. Nous, on voulait vraiment sortir de ça et avec la vallée de Chamonix, ne pas communiquer sur un produit qui est la montagne, mais de communiquer sur un état d'esprit, puisque Chamonix, c'est le berceau du tourisme de montagne, c'est le berceau de beaucoup de sports de montagne également, et c'est pas un parc d'attractions et c'est pas une station non plus, c'est quelque chose d'autre. Du coup, notre réponse par rapport à ça, c'est cette démarche qu'on a développée qui est de ouvrir la voie. Et ouvrir la voie, c'est l'état d'esprit qu'on a traduit dans une signature qui fait déjà une référence directe à l'alpinisme, qui est l'héritage même de Chamonix, puisque avant tout et pendant de nombreuses années, Chamonix a été considérée comme la capitale mondiale de l'alpinisme. Et cette signature, elle a un intérêt, c'est que d'un côté, elle offre une posture personnelle, puisque elle adresse un appel à l'aventure à ses publics, à ses clients et prospects. Et en même temps, c'est aussi une posture de territoire, puisqu'elle raconte et elle fait référence à une terre où énormément d'exploits ont été créés, et énormément d'innovations en termes que ce soit de sport ou touristique, ont été faites. Donc, c'était quelque chose qui était d'un côté très statutaire pour le territoire et en même temps qui était très invitant pour ses publics. Et à partir de là, on a construit tout un storytelling autour de la vallée que Louis va vous raconter. Ce storytelling, il s'adresse à deux publics assez différents. On va avoir un public qui se trouve hors de la vallée, c'est un public qui ne connaît pas forcément Chamonix, qui n'a pas forcément mis les pieds. Et ici, on sait qu'on va cibler plutôt des gens qui vivent dans des grandes villes un petit peu partout en Europe. Là-dessus, c'est là qu'on va adresser le message appel de l'aventure. En gros, on va glorifier la dimension naturelle de la vallée. Dans un deuxième pilier, on va s'adresser à des gens qui sont déjà sur place dans la vallée. C'est là qu'on voudrait leur rappeler qu'ils ne sont pas n'importe où et quelque part leur faire prendre connaissance de toute la mythologie de l'univers alpin dans lequel ils se trouvent. Je vais d'abord commencer par décrire les contenus que nous avons faits pour le public qui est hors de la vallée. Là-dessus, on va convoquer une imagerie assez romantique de l'homme face à la nature et on va créer un langage qui va s'adresser à tout un ensemble de cibles de nature très très différente. Par exemple, les gens qui sont très engagés niveau sport, on va plutôt leur présenter des visuels assez épiques de ces alpinistes qui vont faire du ski bump ou qui vont faire de la rando
très engagé. Pour des familles, on va plutôt utiliser ce langage-là, mais on va toujours avoir ce même langage. Un être humain face au Mont Blanc, et à travers cette même posture, on va illustrer toutes les façons et toutes les facettes de Chamonix-Mont Blanc. Chaque histoire, elle va être spécifique à un cœur de cible. On va pouvoir s'adresser à un couple qui est plutôt orienté sur le trail, plutôt orienté sur le ski. On va être capable de parler à un public qui est plutôt aisé, qui est plutôt tourné vers le golf, etc. En tout cas, le but, c'est d'avoir quelque chose, une matrice assez simple qui permet d'être déclinée dans je crois, plus d'une trentaine de visuels, été, hiver, sport engagé, non engagé, etc. Ces histoires, elles sont diffusées sous forme de capsules en social media et remontées en fonction de la saisonnalité. Donc, par exemple, l'hiver, on va avoir des films spécifiques ski engagés, on va avoir des films l'été qui vont être plutôt contemplatifs ou plutôt action sport. Bref, toute cette bibliothèque d'histoire, elle va nous permettre de toucher des publics différents. Et bien entendu, quand on va être à Paris, à Londres, etc., on va avoir des visuels un petit peu plus forts qu'on diffusera dans les métros en 4x3, etc. Dans la première partie, on est très sur la représentation de la vallée. Dans la deuxième partie, on est sur une dimension qui consiste à rendre visible toute la mythologie de la vallée. En fait, à Chamonix, c'est à Chamonix qu'ont eu lieu pour la première fois les Jeux Olympiques d'hiver. C'est là que le ski a été inventé, c'est là que les plus grands exploits d'alpinisme ont été créés, c'est là qu'on a créé le trail running, etc. Et c'est toute cette histoire-là, les gens qui se baladent à l'intérieur de la vallée, ils ont tendance à l'oublier. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'exhumer toute cette histoire et la rendre visible sous une forme graphique qui va être propre à la vallée de Chamonix. Et pour ça, on va s'inspirer de toute cette imagerie qui avait été installée par la Compagnie des chemins de fer dans les années 20-30, qui est ce qu'on voit sur la droite. Donc, ces typos très géométriques, ces illustrations très picturales, etc. Et nous, on va les moderniser, on va les traduire à travers une palette de couleurs très limitée, propre à ce qu'on peut trouver dans l'identité corps de Chamonix. Et à travers ça, on va, avec un illustrateur, Valentin Adam, illustrer tous les grands chapitres qui ont marqué l'histoire de la vallée. En haut, par exemple, on a la création de l'aiguille du Midi, qui est une performance technique extraordinaire. À droite, on a Saussure et Paccard qui expriment la première ascension du Mont Blanc. En bas à gauche, on a une référence au premier roman dédié à l'alpinisme, au premier téléphérique, etc., etc. En fait, toute cette collection de brand content, vous allez le découvrir dans la vallée à travers des petits livres, à travers des courtes anecdotes traduites de manière graphique très simple, mais aussi à travers des points de contact assez stratégiques, parce que c'est une vallée, on va souvent d'un point à un autre, et dans ces espaces où on a l'occasion de discuter, en tout cas d'entrer en conversation avec nos visiteurs, c'est là qu'on va distiller tous les chapitres de notre histoire, y compris grâce au mobilier aussi urbain, qu'on va retrouver à la fois en montagne et à l'intérieur de la vallée. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, on utilise aussi ce concept de Ouvrez la voie, où chaque grand chapitre de la mythologie est traduit à travers des courtes vidéos textes. Ici, c'est une histoire dédiée à Walter Manati. Je ne vais pas la dérouler ici. Et voilà en résumé pour notre dispositif. Donc, si je résume, on a cet état d'esprit qui s'appelle Ouvrez la voie, qui se décline avec deux formes narratives assez distinctes. Une hors de la vallée avec un langage photo qui fait la part belle à la description de la vallée, qui la présente sous toutes ses facettes. Et une phase enfin qui est un peu plus historique, un peu plus narrative, qui cette fois, elle, est traitée en illustration pour, d'une part, être beaucoup plus attribuable à l'univers de la vallée, et puis aussi pour dénoter, pour
à chaque fois qu'on va utiliser le langage illustré, on sait qu'on est dans la narration, qu'on est dans le « il était une fois » et c'est un moyen pour nous d'exprimer clairement le fait qu'on raconte quelque chose. Ce langage, il est utilisé depuis… on a mis à peu près 1 an à l'installer, mais aujourd'hui, c'est surtout cette année qu'il a vraiment été décliné. Il continue à être décliné. Ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est que cette plateforme, elle est là pour durer quelques années. Et que chaque année, on est en mesure d'ajouter de nouveaux chapitres à travers ce même prisme, puisqu'on est sur comme vous l'avez vu, un langage assez simple et facilement déclinable. Et en termes de résultats, voilà, on va vous montrer un film qui a été vu et beaucoup partagé. Ça nous a permis de recruter des fans, en tout cas des followers, un peu plus, en tout cas. Ouais, d'intéresser en tout cas de nouveaux publics et d'aller chercher ces nouveaux publics-là. Et ce qui s'est transformé au final par une augmentation des réservations dans la vallée. Donc pour la saison 2019-2020, ça a été légèrement stoppé par les événements que tout le monde connaît, qui a beaucoup impacté en tout cas le tourisme de montagne, particulièrement une ville comme Chamonix, qui était très 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 liée à un tourisme international. Mais en tout cas, pour cette saison 2019-2020, c'était la première augmentation en termes de réservation depuis plus de 5 ans. Là où ils avaient beaucoup de passages, mais très peu de personnes qui restaient jusque-là. Donc voilà, si vous avez des questions après vis-à-vis de ça, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. N'hésitez pas à les poser, on approfondira tout ce qui pourrait vous poser question. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait penser à un plongeur. J'ai une super idée. Un signe. Alors bonjour, nous sommes Sobam et nous allons présenter le projet Béton Arty. On va se présenter chacun notre tour. Donc, bonjour, je me présente Emeline, je suis chef de projet au sein de l'agence Sobam et je suis aussi responsable de la stratégie digitale de la campagne Béton Arty que nous allons présenter. Et donc moi je suis Jos de Richouft, donc je suis le fondateur et puis j'ai ma casquette aujourd'hui de directeur de création de l'agence Sobam. Donc on va vous parler du concept Béton Arty pour Big Mat. Juste un petit mot sur le studio Sobam. On est une agence de création, on est un studio créatif au service de la communication. Voilà. Et la spécialité de Sobam, c'est de faire vraiment des concepts créatifs décalés dans tout ce qu'on fait. Et on a une spécialité, on travaille beaucoup sur l'illustration, le motion design, le graphic design. Et on pense des campagnes toujours en dehors du cadre. C'est un petit peu notre manière d'être. Donc, on va vous parler plus spécifiquement aujourd'hui de Béton Arty. Donc, pour vous expliquer la genèse de notre projet, ce sont les responsables de la communication de Big Mat France, donc la chaîne de magasins de matériaux de construction, qui nous ont contactés car ils souhaitaient lancer une campagne de communication sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, pour rajeunir l'image de Big Mat France. Et attirer donc un public de particuliers plus jeunes et aussi plus féminins. Et tout cela en se démarquant de la communication habituelle du secteur du bâtiment et bien sûr de la communication des autres magasins de bricolage. Donc on avait cette problématique qui était vraiment d'imaginer en fait un concept voilà qui change un peu l'image de marque de Big Mat. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit que c'était intéressant de rapprocher artistes et artisans qui avaient vraiment des liens très forts entre les deux et que les métiers étaient finalement assez proches avec
l'utilisation de matériaux, la création, la créativité, l'imaginaire que cela peut engendrer. Et donc notre idée, ça a été de monter Béton Arty, comme son nom l'indique, c'est de rapprocher le béton et l'arty, et donc d'aller chercher une artiste un peu décalée, une artiste un peu différente, très pop art, très street art, une artiste féministe, engagée et donc un peu inattendue par rapport à ce que fait Big Mat d'habitude. Et c'est de prendre en main tout le compte en fait Insta de Big Mat et de dérouler en fait chaque semaine des œuvres, une nouvelle œuvre traitée par Sheena, donc c'est l'artiste qu'on a trouvé. Comment on a fait ça en fait, comment on a monté Béton Arty? Et ben c'est simple, on en a parlé à Sheena, on est allé la voir et on l'a dit, on va t'emmener dans un Big Mat et tu vas aller piocher des matériaux de construction, tu vas aller piocher des instruments, des outils de bricolage et tu vas les détourner, tu vas en faire des œuvres d'art. Et nous, ces œuvres d'art, on va les prendre en photo et toutes les semaines, on va les montrer comme une exposition en fait d'œuvres d'art sur le compte Insta de Big Mat. Donc ça a donné en fait la base de Béton Arty. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Amy, là-dessus. Il faut savoir qu'on a vraiment accompagné Sheena dans toutes les étapes de création, que ce soit la réflexion créative, réfléchir à des idées de détournement d'outils, et on l'a aussi accompagné dans son atelier pour peindre, pour dessiner, et ensuite même dans la production de contenu qu'on va vous présenter. On était vraiment là à chaque étape de création. Je vais juste préciser qu'on est sur un temps long en fait, ce qui est assez inédit dans ce genre de campagne Brain Content, c'est-à-dire que avec Sobam et avec Big Mat et avec Sheena, donc la collaboration des trois, on a pris en main tout le compte Instagram de Big Mat, donc d'une marque, pendant des mois et des mois, c'est-à-dire que ça a duré entre 4 et 6 mois l'opération. Et donc c'est un temps long qui nous a permis vraiment de créer une patte assez spéciale, assez spécifique. On va vous montrer les œuvres juste après. Donc on a pris en main en fait vraiment le compte Insta de la marque. Ouais, donc chaque semaine, pendant 4 mois, la communauté Instagram de Big Mat France pouvait découvrir les œuvres de Sheena. Donc c'est vraiment des créations un peu loufoques, fantastiques et poétiques qui prêtent aussi à sourire, parce qu'il faut savoir qu'à chaque post était accompagné en description d'un titre d'un titre jeu de mots qui décrivait l'œuvre, par exemple Prise et prise en haut à gauche, ou juste à côté l'oiseau élégant. Et il faut aussi savoir que qu'on s'est inspiré donc pour ces œuvres de la tendance de mixer des éléments réels et aussi du dessin, comme les contes Abstract Sunday et Paperboyo. Ouais, voilà. Donc on a essayé d'amener quelque chose de très pop, de très coloré, de très pop art, comme on disait tout à l'heure, et de très féminin aussi. Ce qui était vraiment complètement inédit et original pour une marque d'outillage et de travaux comme peut l'être Big Mat. Et en parallèle, ces posts étaient accompagnés de stories et aussi de teasers créatifs. Donc pour les stories, il y avait vraiment un esprit making-of pour rentrer dans la tête créative de l'artiste. Là, on peut voir par exemple, on était là pour montrer ses premières esquisses, pour vraiment que les artisans et les artistes, toutes les personnes qui suivent le compte Instagram de Big Mat France comprennent le processus de création et comprennent bien l'opération Béton Arty. Et dans les teasers créatifs, donc c'était sous forme de micro-capsules vidéo, on pouvait suivre Sheena dans le magasin Big Mat qui commençait déjà à choisir ses outils et à réfléchir à des idées. Ça mettait vraiment il y avait vraiment des situations très drôles, parce que Sheena, c'est quelqu'un d'ultra, qui a beaucoup d'humour et d'ultra dynamique et de pétillant, donc avec une voix de vivre extrêmement communicative. Donc c'était vraiment sympa ces vidéos. Et ce qui était intéressant donc avec ces stories, c'était d'aller dans son atelier de création. Donc toutes les semaines, on est allé la filmer, on a vu tout le processus créatif, et c'est ça qui nous a rapprochés en fait de l'audience en fait, de tous les gens qui ont suivi l'opération. C'est de voir quel est le processus créatif qui est assez proche au final de celui des artisans. Donc on a vraiment mixé artistes et artisans, et on est allé au cœur de la création, et c'est vraiment ça. C'est comme une évidence en fait ce projet Béton Arty entre artistes et artisans, œuvres d'art et grosses œuvres, voilà, tout s'est bien mêlé, et les stories ont permis vraiment de faire ce lien. Et donc en plus donc à la fin de l'opération, on a réalisé un concours donc pour lequel Big Mat France et Sheena étaient les jurys.
Donc cette fois, on invitait la communauté de Big Math France à aussi s'emparer du concept béton arty et à détourner un marteau. Donc là, ici, on voit trois visuels parmi les finalistes du concours. Donc, on a eu reçu plus d'une 50aine d'œuvres très créatives et aussi très drôles. Et c'est là où on a pu voir justement que les personnes avaient bien compris le concept et on a eu vraiment des œuvres très, très belles. En fait, on a réussi à vraiment créer une marque béton arty pour Big Math. Donc, c'est une vraie marque de Brain Content pour le coup, prise en main par Sheina avec son style, et le concours a permis aux gens de s'approprier ce style et cet univers graphique. On va voir les chiffres qui ont été qui sont assez forts de l'opération. Donc, on voit que le fait d'être dans la durée et puis de vraiment proposer un univers artistique très fort, ça a vraiment décuplé la force en fait de ce projet. On a eu plus 700% d'abonnements sur le compte, même s'il partait de très bas. L'Instagram, ça a été quand même énorme. Il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, plus de 30 000 likes. On a vraiment féminisé le public, on a pu le voir grâce aux stats. Et ça, c'était un point très important pour l'univers du bricolage, avec 52% de public féminin grâce à Sheina et grâce aussi au style illustré pop qu'on a proposé. Et on a vu aussi qu'il y avait des corrélations assez fortes entre le trafic web et l'Insta qui monte en puissance, avec 2 fois plus de trafic sur le site web, et ça, c'était vraiment une de nos fiertés. Et puis évidemment, tous les teasers, les stories, etc. ont été très vus. Sheina, comme Émile a dit, elle a vraiment beaucoup de personnalité. Du coup, les gens l'ont suivi, ont adhéré au projet, donc c'était assez fort. Et ça nous a permis, donc j'enchaîne, de gagner pas mal de prix en 2019-2020, et on est assez fiers de ça parce que on est une toute petite boîte, que le projet, un projet très original. Et en fait, on a eu la communication impertinente, le social media, enfin voilà, plein de choses qui représentent vraiment cette opération qui est complètement atypique en fait, et qui est très différente en fait de tout ce qu'on peut voir, mais où on a vu que le Brain Content ont poussé à son paroxysme avec une carte blanche pour une artiste très originale, et puis un annonceur qui nous a laissé aussi une carte blanche créative pendant des mois. On a pris en main leur compte Insta, et ça a donné cette réussite dont on est très fiers. On est en train de finaliser une saison 2. On va passer très vite parce que je crois que le temps est fini, et merci de nous avoir écoutés. Mais en gros, on a décliné ce concept de béton arty 1, et on en a fait une saison 2 béton arty 2 qui est plus axée sur le manga, sur la BD et sur le storytelling, avec du détournement de photos cette fois, mais toujours avec le principe de artiste, artisan, détourner des œuvres, détourner des grosses œuvres pour en faire des œuvres d'art, et rendez-vous long sur le compte Insta de Big Math. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter ou à demander à qui de droit pour avoir plus d'informations sur cette opération. Bonjour à tous, je suis Émilie Cabanier, je suis PR et Influence Manager à l'agence Brainsonic. Et Alban Pénicaud, directeur de création de Brainsonic. Donc on vous remercie de nous écouter, et on va vous présenter le case pour notre client Label Emmaüs. Déjà, est-ce que vous connaissez Label Emmaüs? C'est vrai que tout le monde connaît Emmaüs, mais moins Label Emmaüs. Et Label Emmaüs, c'est un e-shop militant. C'est la boutique en ligne avec vos valeurs. Sur Label Emmaüs, en fait, vous allez pouvoir retrouver des objets que vous allez pouvoir acheter partout, sauf que sur cet e-shop-là, ils ont une seconde vie, et ils donnent aussi une seconde vie aux hommes, parce que toutes les personnes qui travaillent pour cet e-shop sont des personnes qui sont en situation de réinsertion professionnelle. Label Emmaüs, c'est le pari d'Emmaüs d'exister en son nom propre et avec ses valeurs dans le paysage du e-commerce. L'activité économique solidaire se modernise tout en restant fidèle à sa promesse originelle. Une deuxième vie pour les objets et une seconde chance pour les hommes. L'objectif est autant de développer de nouvelles compétences pour les personnes éloignées de l'emploi que de satisfaire nos clients. Et à ce titre, nous sommes très fiers des résultats aujourd'hui.
Les compagnons et salariés en insertion sont formés à gérer une activité e-commerce de A à Z. Du shooting produit au colisage, en passant par la rédaction web et la gestion d'un back-office. Et le développement de ces compétences est récompensé puisque 9 clients sur 10 nous recommandent à leur entourage. En 2020, Label Emmaüs aura formé 300 personnes éloignées du marché de l'emploi avec le projet de créer une école du e-commerce qui leur délivrera un titre certifiant. Donc on avait un défi, c'était de sensibiliser l'opinion publique sur les alternatives à la surconsommation et comment on a fait Alban. D'accord. On s'est dit qu'on allait capter les consommateurs au moment où ils sont souvent sursollicités, très excités à l'idée de consommer avec frénésie. Il y a les soldes et puis surtout récemment, enfin de plus en plus, le Black Friday. C'est là où les gens voient que en fait on n'est pas séparés, mais qu'on est bien ensemble. On a pensé à attirer les gens pendant le Black Friday, quand ils font du lèche-vitrine, et nous, ça s'appelle le Hack Friday, c'est le nom de notre opération. D'ailleurs, on le voit sur ce visuel. Au moment où les gens sont devant des vitrines, en train de regarder pour des soldes, alors c'est aussi bien pour des vêtements que pour des bijoux, pour des meubles, du mobilier, de la hi-fi, des choses comme ça, on a pris une pancarte qui fait penser à la vignette du site de e-commerce qu'on est allé placer devant les objets, devant les vitrines. Et puis à ce moment-là, on proposait qu'il y avait une alternative à tous ces objets neufs pour faire réfléchir. Désastre écolo ou aubaine économique. Faut-il interdire le Black Friday? Certains députés veulent même interdire ce concept de promotion. Certaines associations militent contre cet événement commercial. Nos équipes ont filmé par exemple les bénévoles du label Emmaüs avec ces grands portants. Ils sont venus dire à des clients parisiens que tout ce qu'ils venaient d'acheter neuf existait aussi en produits d'occasion, histoire de moins produire et de moins polluer. Je reçois Maud Sarda, cofondatrice de Label Emmaüs. Le consommateur, c'est lui qui fait les choix. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter ce matin. Il n'y a pas de culpabilisation, c'est simplement se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit quand même? Et si j'en ai besoin, est-ce qu'une alternative plus solidaire, plus écologique existe autour de moi? Donc cette opération, comme vous avez pu le voir, qui a été faite avec quelques portants, il y a eu une énorme retombée presse. C'est vrai que les médias se sont un peu emparés du sujet et au final, on avait juste 2 portants recyclés. On avait des compagnons, donc c'est vraiment les compagnons Label Emmaüs, donc c'est des personnes en réinsertion qui travaillent là-bas, qui sont venus placer des portants devant les vitrines et on avait vraiment 0 € d'investissement média. Pour au final 300 retombées presse. On a même eu des retombées à l'international. On a 40 influenceurs qui ont aussi relayé la campagne pour alerter leur communauté sur la surconsommation et le Black Friday. 286 millions d'impressions. Et on a aussi, grâce à cette visibilité, fait un bond de plus de 60% de trafic sur l'e-shop. Mais c'est important ce que tu dis parce que c'est juste 2 portants recyclés, les compagnons du label Emmaüs, pas de médias, donc pour une opération qui se veut justement légère. Le but c'était d'un peu d'être gentiment coup de poing, c'est-à-dire qu'on est plus là pour faire réfléchir les gens que leur dire c'est pas bien de consommer, c'est laisser le choix et c'est ça qu'on aime dans cette opération qui est
qui est de faire réfléchir et de ne pas de culpabiliser. Et puis, peut-être pour finir sur le brand content, c'est parler de transparence des marques et de leur investissement aujourd'hui qui sont soit environnementaux, soit sociétaux. Et Label Emmaüs, c'est presque un peu l'étalon de ça, parce que ça vient d'une association. Et c'est la preuve aujourd'hui qu'on peut faire à la fois du e-commerce et du business, parce que ça reste une marque avec des objectifs de business comme n'importe quel client et annonceur, tout en étant responsable, éthique, solidaire. Ils en parleraient mieux que moi, mieux que nous, mais on est assez content de travailler pour un annonceur comme ça. Mais on pense que c'est ce type d'action, en tout cas, et de direction que les marques doivent prendre, et c'est un peu pour nous l'avenir du brand content. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ce case vous a plu et que ça vous donnera envie d'aller acheter Solidaire sur Label Emmaüs. En tout cas, d'aller voir le site. C'est ça. Et évidemment, si vous avez plein de questions, on est là pour y répondre. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici parmi vous, aux côtés de Nathalie Duboc de l'agence Jairo, qui est partenaire sur cette campagne Démarre ta story, que nous avons réalisée ensemble 3 ans durant, avec beaucoup de bonheur. Donc je me présente, Sophie Pau, partie prenante. Et effectivement, nous sommes ensemble l'agence du ministère du Travail. Alors, on est très très heureux de vous présenter cette campagne pour laquelle on a remporté de nombreux prix, dont le Grand Prix stratégique du brand content, qui était un peu la cerise sur le gâteau. Et on est d'autant plus heureux que c'est un sujet de société qui est particulièrement brûlant aujourd'hui, puisqu'il touche à l'emploi des jeunes et à l'insertion professionnelle des jeunes. Et on sait qu'aujourd'hui, dans ces temps difficiles, c'est un sujet qui est particulièrement important à la fois pour les jeunes et pour les familles. Et le sujet de la valorisation de l'apprentissage a donc été une des priorités du ministère du Travail depuis la mise en place des grandes réformes travail et le déploiement d'un certain nombre de mesures de valorisation de l'apprentissage. Quelle est la raison pour laquelle cette campagne de l'apprentissage était absolument nécessaire? Eh bien, la première, c'est que cela restait encore il y a quelques années une voie tout à fait méconnue, tant pour les jeunes que pour les parents. Et souvent, quand elle n'était pas méconnue, elle était assez dépréciée. Et si les jeunes pouvaient parfois avoir l'envie de devenir apprentis, il s'avérait que leurs parents étaient souvent rétifs à cette voie pour l'avenir de leurs enfants. Et pourtant, c'est une grande voie d'avenir puisqu'elle assure un taux d'insertion professionnelle très considérable et elle permet à des jeunes, quel que soit leur niveau d'études, finalement, de faire des études. L'apprentissage étant une voie qui permet à la fois de commencer tôt dans le monde du travail en se formant en entreprise et dans des CFA, mais qui permet aussi de poursuivre ses études, puisqu'il y a de nombreux apprentis qui démarrent jeunes, à 16 ans, avec un CAP, mais qui peuvent poursuivre et faire 5 ans d'études pour exercer des postes tout à fait intéressants et cela offre de très nombreuses opportunités dans de très nombreux métiers. La cible de notre communication, c'était une cible essentiellement jeune. On nous a donné cette priorité au ministère et c'était intéressant effectivement d'avoir une cible qui soit particulièrement dont le périmètre était particulièrement restreint, puisque ça permet de développer des campagnes qui ont un impact plus fort, avec une tonalité plus audacieuse et plus adaptée au public que certaines campagnes qui, à force de vouloir toucher tous les publics, n'en touchent aucun. Et finalement, on s'est aussi rendu compte que, et c'est un peu le levier que nous avons utilisé, que va décrire ensuite Nathalie, on s'est rendu compte que, et on a constaté à travers nos études, que les meilleurs influenceurs des jeunes pour choisir leur voie, alors certes les parents ont une importance, mais ce sont
les jeunes eux-mêmes, ceux qui ont déjà fait l'expérience de l'apprentissage, et c'est le point d'appui sur lequel on s'est appuyé pour construire cette campagne et ce dispositif qui a été conçu vraiment pour exister sur la durée. Alors effectivement, comme l'a dit Sophie, la communication vers quelque chose d'assez délicat, surtout quand la plupart du temps, c'est un regard d'adulte qui parle à des jeunes. Et on le sait, les jeunes font assez peu confiance à la communication, notamment traditionnelle, surtout quand elle vient des institutions. Ils font confiance à eux-mêmes, à leur tribu, à leur communauté, à leurs potes, à ceux qui sont passés par là. Et c'est vraiment le point d'appui qu'on a utilisé au démarrage de cette campagne. Mais ce qu'on a aussi souhaité faire, c'est de dire, il s'agit de positiver et de valoriser finalement le début de leur vie et de leur apprentissage professionnel et de démarrer une story professionnelle. Et c'est de là qu'est né le nom Démarre ta story en ce qui concerne la communication pour l'apprentissage. Et le concept, ça a été de se dire, on va confier finalement aux jeunes eux-mêmes la communication de l'apprentissage. Alors la première année, on a commencé par un dispositif très réseaux sociaux destiné à finalement faire changer le regard sur l'apprentissage à travers des portraits de jeunes eux-mêmes et aussi d'apprentis connus. Et puis la deuxième année, l'idée ça a été vraiment d'aller beaucoup plus loin et de confier à nos jeunes apprentis, donc des vrais apprentis qu'on a recrutés et formés au sein des agences pour aller sur les routes de France avec un van, avec le matériel, la caméra, les outils de montage pour rencontrer les apprentis dans tout un tas de métiers et réaliser eux-mêmes des films sur les apprentis pour en faire la communication. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la ministre en parlait elle-même en disant finalement c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle communication traditionnelle. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on découvre un peu cette success story à travers une petite vidéo qui résume l'histoire de Démarre ta story. Tout autre chose à présent. Il a longtemps été le parent pauvre de l'éducation. L'apprentissage, qui fait la fierté de nos voisins suisses ou allemands, était déconsidéré en France. La formation professionnelle a mauvaise réputation dans les années 90 et 2000. Apprentissage rime avec voie de garage. Est-ce que vous avez poussé l'un de vos enfants à être apprenti? Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, le problème ne s'est pas posé. Tu es jeune, branché, et tu aimes surfer sur la toile? Le principe est simple, des apprentis vantent les mérites de leur formation à des jeunes. Je m'appelle Nicolas. Donc moi c'est Juliette. My name is Astrid. Bon, on va voir qui aujourd'hui? Elle s'appelle Léa. On va voir Corentin. Il s'appelle Nathan. On va voir Charline. On va voir Manon. Fanny. Laurine. Oriane qui est apprentie chaudronnière. Salomé. Thomas. Joséphine, elle est apprentie à la chambre d'agriculture de Limoges. C'est quoi pour toi les avantages d'être apprenti? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Pourquoi tu as choisi de faire ta formation en apprentissage? Il faut que tu appuies vraiment sur le couteau. Là, c'est ce qui va permettre aux cheveux de s'ouvrir. Record totalement historique de l'apprentissage. Un apprentissage qui séduit de plus en plus de jeunes. Jamais, depuis 40 ans, le nombre d'apprentis n'a été aussi élevé en France. Hashtag Démarre ta story, c'est les jeunes eux-mêmes qui disent ce que leur apporte l'apprentissage. Je pense que c'est plus convaincant que n'importe quelle plaquette institutionnelle. Alors, le parti pris qui a aussi été celui de cette campagne, c'est de miser sur du contenu et du contenu à la fois long, informatique, pédagogique, qui soit sincère, utile et transparent. Et on le voit à travers finalement ce que l'ont réalisé les jeunes et toutes les rencontres humaines qu'il y a eu lors de cette tournée d'apprentissage. 25 épisodes, 25 portraits, plus tous les contenus qu'ils ont pu aussi produire pour les réseaux sociaux pendant l'ensemble de cette période. Et ça, c'était un vrai pari parce que c'est vrai que souvent, sur des épisodes qui durent 2-3 minutes, parfois plus,
on dit souvent que les jeunes zappent extrêmement vite et qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. Et ça n'a pas du tout été le cas. On a vraiment des taux de complétion à 100% extrêmement importants, avec un vrai succès justement d'audience qui a pu engager et vraiment être utile pour les jeunes. Oui, on a fait un vrai travail sur les contenus, aussi en partant de nos apprentis, puisque ces apprentis, nous les avons recrutés dans des formations de communication, de production audiovisuelle et autres. Donc, ce qui était très intéressant, c'est que finalement, ils et elles avaient été confrontés à ces questions relatives à l'apprentissage, au choix de cette voie, à ce qu'est une entreprise, quelles questions on peut se poser vis-à-vis d'elle, etc., etc. Ils y avaient été confrontés extrêmement récemment. Donc en fait, toutes les questions que se posaient les jeunes, ils étaient tout à fait en capacité de les mettre en scène et d'être finalement des très bons médiateurs. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était un vrai pari, parce que quand on se dit on va confier une campagne à des apprentis, évidemment, on a fait notre travail les uns et les autres de maîtres d'apprentissage en les formant, en les accompagnant, ce qui n'était pas une mince affaire au début, parce que l'enjeu était quand même très grand et très médiatique et pour une communication publique. Et c'est vrai que on a été très heureux de la réussite de l'opération. C'est-à-dire que au début, ils étaient évidemment beaucoup moins à l'aise devant la caméra, beaucoup moins capables de construire des scripts, beaucoup moins capables de timer des vidéos, etc., etc. Et ensuite, ils sont devenus, on les a rendus professionnels. Et ça aussi, c'est un pari qu'on était très très content d'avoir réussi, puisque le résultat était effectivement que les vidéos étaient très vues, et ces vidéos de longue durée qui prennent un peu de temps, eh bien, elles ont été vues parce que en fait elles collent particulièrement aux questions que se posent les jeunes, et les jeunes, ils sont quand même très inquiets et très angoissés pour leur avenir. Donc quand on leur parle travail, quand on leur parle avenir, quand on leur parle métier, c'est pas un pari fou de vouloir leur proposer des contenus de longue durée. Ils restent attentifs, surtout quand le sujet, la thématique, le métier dont on leur parle les intéresse, évidemment. D'où la nécessité de développer beaucoup de contenus sur beaucoup de métiers. Et d'ailleurs, donc là, on parle effectivement à la suite de cette tournée de l'apprentissage et de ces 25 épisodes. On a vécu le Covid, et donc ça a été aussi un challenge de se dire comment est-ce que pour cette saison 3, donc finalement qui a démarré à partir du mois de juin 2020, comment est-ce que la filière apprentissage allait aussi résister au contexte, donc à la fois des jeunes qui pouvaient être anxieux de trouver une entreprise et des entreprises qui pouvaient être aussi anxieux de trouver de nouveaux apprentis. Est-ce que voilà, le distanciel, le présentiel, et là le rôle des apprentis a aussi évolué, hein, Sophie, puisqu'ils ont continué à développer énormément de contenu très pédagogique, très concret pour répondre à l'ensemble des interrogations des jeunes, notamment beaucoup sur Instagram avec un relais sur YouTube. Donc ce contenu, il a été vraiment vivant, interactif, et il a suivi l'actualité qui s'imposait à nous tous pendant cette période. Oui. Et avec une saison 3 dont on va dire quelques mots, mais qui produit aussi finalement de très bons résultats. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que lorsque le Covid est arrivé, au moment où finalement les entreprises ont fermé, au moment du confinement et autres, on s'est dit, on a ces apprentis qui sont là, qui travaillent avec nous, qui sont également confinés, bien sûr, mais on s'est dit, on va leur faire des contenus serviciels pour aider les apprentis qui se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans mon entreprise, dans mon école? Tout ça n'était pas très clair. C'était tout le monde se rappelle la façon dont ça s'est organisé au fil de l'eau, finalement, puisqu'on vivait les uns et les autres des situations complètement inédites. Et cette approche servicielle, elle a été le propos de la saison 3, finalement, où après avoir fait le tour de France des métiers, des secteurs dans lesquels on pouvait travailler en apprentissage, le pari qu'on a cette fois lancé, c'était de répondre à des questions que se posent les jeunes de façon très très concrète sur comment je choisis mon orientation, comment je cherche un apprentissage, et mon entreprise, je m'y prends comment pour la trouver, etc., etc. On a fabriqué comme ça 5 émissions de plateau
construites comme des émissions de télévision, dont les apprentis étaient à la fois les présentatrices, cette fois c'était 3 filles, les présentatrices, les reporters et les chroniqueuses, avec un succès qui n'a pas été démenti non plus et qui a été très fort sur les réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube, qui est devenue plateforme YouTube du ministère du Travail, qui est devenue quasiment un site dédié à l'apprentissage, avec ces contenus dont je viens de parler, mais aussi tout un tas de contenus additionnels, très pragmatiques, qui ont cette fois-ci, sans l'aide sans aide extérieure, été tournés par nos apprentis. Comment faire mon CV, comment me présenter un entretien, et tout ça en réponse aux questions qui étaient posées, comme le disait Nathalie tout à l'heure, via les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Elles étaient invitées, les gens étaient invités à poser des questions et les questions affluaient. Peut-être qu'on pourrait montrer, Nathalie, j'avais proposé j'avais proposé qu'on regarde quelques minutes un extrait de l'émission, notamment de la première émission, tournée dans le respect des gestes barrières. On le précise. Au tout début, on a pu se déconfiner. Bonjour à tous, moi c'est Jade, je suis apprentie en communication et je vous souhaite la bienvenue pour le premier numéro de l'émission avec l'apprentissage des Martha Story. La particularité de cette émission, c'est qu'elle est imaginée et présentée par des apprentis. C'est notre première émission, alors on va tout faire pour que ce soit génial. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une question très importante. Comment faire pour trouver le métier qui me plaît vraiment ? Bonjour à tous. Bonjour. Avec Marianne, qui est aussi apprentie en communication, aujourd'hui nous recevons Thiago, qui est apprenti métallier, et Alexandra, qui est formatrice en anglais et accompagnement personnel au CFA BTP de Rueil-Malmaison, où nous nous trouvons actuellement. Donc déjà, merci de nous accueillir dans votre CFA. Dans cette émission, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le choix de votre futur métier. Alors Marianne, je crois que tu es allée sur le terrain à la rencontre de Delia, qui est apprentie aide-soignante, et je crois qu'elle a trouvé un métier qui la passionne. C'est ça, quand elle nous en parle, elle est passionnée, elle a des étoiles dans les yeux. J'ai envie de savoir comment elle a fait, donc on regarde ça tout de suite. Allez. Oui, donc les résultats sont à la hauteur des enjeux, puisque la chaîne YouTube a compté plus de 17 millions de vues des vidéos, et dont 8,5 millions qui ont été vues à 100%, et c'est ça un petit peu l'exploit de cette campagne, c'est d'avoir réussi à intéresser nos publics de façon assez durable et à capter leur attention de façon durable. Et les résultats se sont vus aussi en termes de performance, en termes d'apprentissage, puisque les chiffres de l'apprentissage ont considérablement progressé. Et là, je vais peut-être te laisser la parole, Nathalie, si tu veux en donner quelques chiffres. Mais sinon, je le fais, puisque effectivement, la hausse du nombre d'apprentis a été de l'ordre de 16% en 2019, et les chiffres actuels qui sont donnés par la ministre du Travail montrent que la tendance est toujours aussi forte, alors qu'on aurait pu avoir des inquiétudes sur l'impact du Covid sur le taux de recrutement d'apprentis. Donc, on pense que, pour terminer, c'est vrai que les clés de cette réussite, c'est aussi la continuité, la pérennité et le fait d'installer ce format de façon durable en l'enrichissant année après année, ce qui est tout à fait possible, puisque les questions que se posent les jeunes sont quasi infinies sur le sujet de leur orientation et de leur futur professionnel. Exactement, et c'est aussi la justesse du ton qui est vrai, qui est sincère et qui correspond bien à ce que vivent les jeunes et aussi à ce qu'on doit communiquer dans cette époque nouvelle et différente. Chaque jour, dans nos agences, c'est exactement ce que nous faisons. Nous explorons, nous innovons, nous envisageons de nouvelles perspectives pour le contenu, pour que demain, il y ait de nouveaux récits, de nouvelles narrations, de nouvelles formes de storytelling, pour créer finalement de nouvelles formes de dialogue, d'interaction et surtout de relations entre les marques et leur public, pour tout simplement créer cette fameuse préférence, cet attachement qui fera que la valeur de marque n'en est plus que importante et forte. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un
très bon salon. Profitez de ces échanges, de ces rencontres pour ouvrir le champ des possibles, car le champ des possibles sur le brand content est très grand. Bon salon à tous et au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.